Parfait. Là, on devrait être en direct. Donc, je vais aller voir sur la page Facebook. OK. Là, nous sommes en direct. C'est à vous. OK. Merci, Stéphane. Bonjour tout le monde. Désolé du petit contretemps, les joies du télétravail et des lives Facebook. Donc, je commence sans plus tarder. Écoutez, aujourd'hui, on va vous présenter une carte narrative sur la gestion des eaux pluviales. Puis j'ai le plaisir d'être accompagné pour cette présentation par M. Alexandre Baker. Alexandre détient une maîtrise en aménagement du territoire et développement régional de l'Université Laval. Il possède également un baccalauréat de l'Université d'Ottawa avec spécialisation en études de l'environnement et concentration en géographie. Il travaille depuis 2009 à titre de conseiller en environnement à la Ville de Québec où il intervient dans différents dossiers en lien avec les milieux hydriques, la gestion durable des eaux de pluie et les pratiques d'urbanisme durable. Auparavant, il a œuvré au sein d'une firme de génie conseil, d'établissements d'enseignement, de la fonction publique et d'organismes à but non lucratif. Donc, bienvenue Alexandre. Merci beaucoup, William, pour la présentation. C'était aussi un plaisir d'accepter l'invitation puis de faire ça avec toi ce midi. Super. Parfait. De mon côté, moi, je m'appelle William Burke. Je suis diplômé de l'Université Laval en génie civil, concentration environnement et ressources hydriques. Je détiens une maîtrise en sciences de l'eau à l'INRS. J'ai œuvré chez Agiro de 2008 jusqu'à octobre 2021, d'abord comme chargé de projet jusqu'à devenir coordonnateur. Le domaine de la gestion des eaux durables, des eaux pluviales, a occupé une place importante dans mes mandats. C'est un peu ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, Alexandre et moi. On vous présente finalement un bilan d'une longue collaboration entre la Ville de Québec et Agiro pour améliorer la gestion des eaux pluviales dans le bassin versant du lac Saint-Charles. Et comme je vous disais tantôt, le support utilisé est la carte narrative ou Story Map en anglais. Donc, pour accéder aux cartes narratives sur le site Internet d'Agiro, c'est pas très compliqué. On va sur agiro.com. Une fois rendu là, on peut accéder à l'onglet Apprendre. Et puis, il y a une section cartes narratives. Il suffit de cliquer pour avoir accès à plusieurs cartes sur différents cours d'eau, l'histoire des marais du Nord, le lac Saint-Charles, évidemment, et à partir d'aujourd'hui, la carte narrative sur les eaux pluviales, qui s'intitule plus précisément « Agir sur la gestion des eaux pluviales, innover pour atténuer les impacts de l'urbanisation et pour protéger le lac Saint-Charles ». Donc, on va prendre un petit recul. On va faire d'abord une mise en contexte sur un peu le pourquoi on est rendu à travailler sur la gestion des eaux pluviales. Donc, finalement, en quelques mots, c'est que l'urbanisation modifie les paysages. Hein, les villes grugent de plus en plus les milieux naturels. William, je t'interromps juste un instant. Oui. Le partage d'écran, pour moi, de mon côté, c'est pas fait au niveau du récit narratif. Donc, juste m'assurer. Merci de l'info. On va faire un petit partage. Me dire est-ce que tu vois si c'est correct? C'est excellent. La page est là. Bon, super. C'est reparti. Donc, je parlais d'urbanisation grandissante, hein, le fait que nos villes grugent les milieux naturels. Ici, on a un exemple local très concret. C'est deux photos, en fait, d'une parcelle de territoire dans le bassin versant du lac Saint-Charles. Puis, si on bouge le curseur d'un côté à l'autre, on se rend compte que le quartier résidentiel s'est beaucoup agrandi hein, finalement, il y a plus de routes, plus de toits, plus de surfaces urbanisées qui ont pris la place de la forêt. Cette urbanisation-là, ce phénomène-là, ça fait qu'on construit de plus en plus de surfaces imperméables, hein, comme des routes, des stationnements ou des toits. C'est ce qu'on appelle là, dans le jargon l'imperméabilisation des sols. Puis c'est un terme important à retenir. On va en reparler relativement souvent dans la présentation. Je vous ai montré un exemple local, mais mondialement, ce phénomène-là nous fait perdre 17 hectares de sol chaque minute par la construction d'infrastructures. Donc, c'est quelque chose de majeur au niveau mondial. Puis, le bassin versant du lac Saint-Charles n'y échappe pas.
Donc cette imperméabilisation des sols a un effet sur le cycle naturel de l'eau. Pourquoi? En fait, si on prend un exemple ici fictif, on prend un territoire naturel, donc un territoire forestier, boisé, puis on fait tomber une pluie, une précipitation d'eau, quand même une pluie sur ce territoire, mais qu'est-ce qui va se passer au niveau du cycle de l'eau? C'est qu'il y a une grande partie de l'eau qui va être interceptée par les végétaux. Une proportion de cette eau-là va être évapotranspirée éventuellement, puis une autre petite proportion de cette eau-là va ruisseler sur les surfaces pour atteindre les cours d'eau récepteurs, par exemple les ruisseaux ou les rivières. Par contre, une grande partie de l'eau aussi, avant de ruisseler, va être infiltrée dans le sol, qui n'est pas imperméable dans ce cas-ci. Si on prend ce même territoire puis qu'on coupe les arbres, on ajoute des rues, des maisons, des toits, on vient changer le cycle de l'eau. Hein, le cycle de l'eau ne sera plus naturel. Si on passe la même pluie sur ce territoire-là, donc on a notre précipitation ici, on a beaucoup moins d'interception par les végétaux, voire très, très peu. On a très peu d'infiltration parce que les sols sont devenus de plus en plus imperméables. Puis ça résulte à plus d'eau qui va ruisseler en surface pour éventuellement atteindre le milieu récepteur comme un ruisseau, une rivière, via un réseau de conduite d'égouts pluvial ou, dans certains cas, par des réseaux de fossés. Ça a pour effet de modifier le cycle de l'eau, comme je vous ai dit. Une des conséquences, c'est au niveau de la quantité d'eau qui se retrouve dans les rivières ou les lacs. En fait, il y a plus d'eau qui se retrouve plus rapidement, donc les débits de crue sont plus intenses et les volumes plus importants. Mais c'est pas tout. Cette eau-là qui va ruisseler sur les surfaces va apporter des contaminants, donc il y a un effet sur la qualité de l'eau. Vous avez ici une photo justement d'un exutoire d'égout pluvial qui amène des contaminants dans une rivière. Donc, si on fait un petit résumé de ce que je viens de vous dire avec cette figure-là, en fait, on retrouve nos deux territoires ici, un naturel, un urbanisé. Au niveau de la quantité d'eau, c'est-à-dire au niveau des débits dans le milieu récepteur, de façon naturelle, normalement, le débit augmente de façon graduelle jusqu'à un pic, puis redescend. Ce qui se passe avec l'effet du cycle de l'eau urbanisé, c'est qu'on atteint un débit plus important de façon plus rapide, puis somme toute, le volume d'eau acheminé au cours d'eau est plus important. Ce qui est vraiment important ici de comprendre, c'est en fait l'effet sur la qualité de l'eau, hein, le ruissellement des polluants vers les cours d'eau. Sur un territoire naturel, on a une certaine concentration de contaminants dits naturels, justement, qui se retrouvent au cours d'eau parce qu'il y a des sédiments, il y a des nutriments, il y a des métaux dans le sol, c'est normal. L'effet de l'urbanisation, c'est l'augmentation de ces contaminants, l'apparition aussi de nouveaux contaminants. On parle d'huile et graisse, par exemple, plus de sédiments, des micro-organismes pathogènes et plus de métaux lourds. C'est intéressant de mentionner ici que cette figure-là est basée sur des données réelles prises autour du lac. Donc, on a vraiment un portrait de ce qui se passe de façon globale par rapport à l'urbanisation autour du lac Saint-Charles. Si vous voulez en apprendre davantage, puis même voir une petite démonstration de l'effet des végétaux sur le ruissellement, Agiro a fait une expérience réelle avec des bacs non végétalisés, en simulant une pluie avec un arrosoir. C'est une petite capsule vidéo que je vous invite à visualiser plus tard. Ne cliquez pas tout de suite dessus si vous êtes sur la story map. Mais c'est très intéressant, très visuel. Donc, je vous invite à aller voir ça plus tard. À toi, Alexandre. Merci William. Alors, avant de poursuivre cette deuxième section-là, en fait, qui porte sur la gestion des eaux pluviales, c'est nécessaire de rappeler là, que face à cette urbanisation grandissante, l'équilibre hydrologique a été modifié. Donc, plusieurs mesures et différents ouvrages ont été proposés au cours des dernières décennies pour justement atténuer l'impact de l'urbanisation sur les cours d'eau. La priorité avait d'abord été portée sur le contrôle de la quantité, c'est-à-dire on visait à réduire les volumes de ruissellement, par exemple en stockant les eaux temporairement dans des bassins pour finalement réduire l'érosion et le risque d'inondation. Ensuite, au fil du temps, la qualité des eaux de ruissellement urbain est devenue un enjeu majeur
et a d'ailleurs été reconnu par l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis dans les années 80 comme étant une source de pollution considérable. Alors, on a donc opté ici vers un contrôle de la qualité et on n'est pas juste passé du contrôle de la quantité. Alors, la qualité de l'eau a été prise en compte justement pour atténuer toujours nos impacts là, de l'urbanisation sur le milieu hydrique. Puis, cette volonté de faire du contrôle de qualité a mené aussi, je pourrais dire, à la mise en place de pratiques de gestion optimale des eaux pluviales à une plus grande échelle, incluant également des pratiques là, avec l'intégration de végétaux aussi. Donc, il y a à la fois des pratiques dites structurales et non structurales, puis je vais vous les définir un petit peu dans les diapos suivantes. D'abord, les pratiques structurales, pratiques non structurales, disons, en d'autres mots, les pratiques non structurales, c'est les stratégies d'aménagement puis les stratégies qui touchent également le comportement ou de réduire finalement à la source certains usages d'intrants, comme l'usage d'engrais, par exemple, ou au niveau des comportements, bon, on peut penser au lavage des rues, au débranchement des gouttières résidentielles. Donc, c'est des stratégies qui peuvent être à la fois à l'échelle de la parcelle, vraiment sur le terrain, l'implantation des citernes, les gouttières, ça est un exemple, mais ça peut être aussi à l'échelle du quartier, des stratégies d'aménagement qui visent, par exemple, à réduire la largeur des chaussées, réduire la longueur de mètres linéaires. Donc, c'est des stratégies qui permettent de réduire l'imperméabilisation des sols. Les pratiques structurales, PGO structurales, dans ce cas-ci, c'est des mesures de gestion concrètes. Là, dans le fond, c'est vraiment l'aménagement d'ouvrages qui permettent de gérer le ruissellement et qui font appel à différents processus hydrologiques, physiques, biologiques et chimiques. Mais ces processus-là, ça rime aussi avec des mécanismes comme la rétention, la sédimentation, la décantation, la filtration, l'infiltration, l'évapotranspiration lorsqu'il y a des végétaux. Donc, et j'en passe, là, beaucoup de processus et de mécanismes qui sont finalement adaptés ou inspirés de ce que fait déjà la nature. Alors, dans le fond, les objectifs en lien avec les principales pratiques structurales, c'est à la fois de réduire la quantité d'eau de ruissellement produite, de recharger la nappe phréatique, de ralentir sa vitesse d'écoulement et aussi, voire même de réduire sa charge polluante. Et les principaux PGO structurales qu'on connaît qui permettent d'atteindre ces objectifs-là, c'est notamment les bassins de rétention, les marées artificielles et également tous les ouvrages de biorétention. Au sein du guide de gestion des eaux pluviales du ministère de l'Environnement, un guide qui a été produit il y a près d'une dizaine d'années, ou sensiblement 10 ans, on retrouve au chapitre 11 une description, je dirais, assez systématique et complète des différents pratiques de gestion des eaux pluviales en matière de contrôle quantité et de contrôle qualité. Merci Alexandre. Donc, ça conclut un peu la mise en contexte. On a vu de façon globale là, les impacts de l'urbanisation. Puis ce qu'on disait, c'est que le bassin du lac Saint-Charles n'y a pas échappé. Hein. Il y a eu quand même une urbanisation de ce bassin versant-là. Et puis, c'est un bassin versant qui est très étudié et la problématique justement du ruissellement urbain, de la gestion des eaux pluviales a été adressée quand même de façon sérieuse. Il y a un inventaire exhaustif des ouvrages de gestion des eaux pluviales qui a été réalisé sur le territoire, qui a permis de dénombrer une quarantaine d'ouvrages d'envergure de PGO vraiment dignes de mention, comme des bassins de rétention ou des marais filtrants, comme l'expliquait Alexandre. Ces ouvrages-là ont été construits selon 3 grands objectifs sur le territoire. Le premier, c'était d'atténuer les impacts des développements résidentiels et commerciaux. Le deuxième grand objectif pour quand même plusieurs de ces ouvrages-là, c'était d'atténuer les impacts du développement routier en tant que tel. Et il y a aussi plusieurs projets pilotes qui ont été mis en place vraiment pour protéger le lac Saint-Charles de façon plus spécifique. Donc, sur la carte narrative là, qui est en ligne, qui est disponible en ligne, vous avez accès à une carte qui représente, en fait, qui répertorie une quinzaine de ces grands ouvrages-là.
qui les localise dans le bassin versant du lac Saint-Charles. Puis, je vous invite à aller voir cette carte parce que vous pouvez non seulement voir la localisation des ouvrages, mais vous pouvez aussi avoir certains détails si des ouvrages vous intéressent davantage. Il suffit, dans le fond, de cliquer un peu sur l'ouvrage désiré ou à partir du point d'identification pour obtenir une description de l'ouvrage, ses principaux objectifs et une ou plusieurs photographies. Donc, dans ce cas-ci, on a le fossé 50 qui est un marais filtrant implanté au bord du lac. Puis ici, on apprend dans le fond que son objectif, c'était d'abaisser les concentrations en matière en suspension, en matière fécale et en phosphore. Donc, en quittant ici, on retourne finalement à la carte narrative. Donc, vous l'avez compris, Agiro et la Ville de Québec s'unissent ont uni leurs efforts depuis 2010 et même un peu avant pour adresser la problématique. Et on a travaillé de concert pour réaliser une grande démarche qu'on vous présente. La première étape de cette démarche-là, le principal intrant, c'est vraiment le diagnostic de la qualité de l'eau des tributaires qui alimentent le lac Saint-Charles. Par tributaire, on entend ici les ruisseaux, naturellement, aussi les fossés ou même les exutoires de conduite pluviale. Donc, tout ce qui alimente le lac a été pris en considération. Ils sont localisés ici par une petite punaise noire. Donc, chacun de ces cours d'eau-là a été caractérisé par de l'échantillonnage, plusieurs campagnes d'échantillonnage sur plusieurs années, des sondes multiparamètres. Donc, on a été capable d'obtenir des données de qualité de l'eau. Ensuite, chaque bassin versant, donc vous voyez l'air drainé, finalement, qui est drainé par chacun des exutoires, a été étudié pour arriver à obtenir l'occupation du sol de ce bassin, de ce petit territoire-là, spécifique à l'exutoire, pour être en mesure de connaître c'était quoi le pourcentage ou la proportion de superficie imperméable sur celui-ci. Donc, en couplant la qualité de l'eau, l'occupation du sol, donc la superficie imperméable, et aussi en considérant les opportunités au calendrier de la Ville de Québec, c'est-à-dire, par exemple, si une réfection de rue était déjà planifiée, en couplant ces informations-là, on était en mesure d'obtenir une carte qui priorisait chacun des sous-bassins versants du lac Saint-Charles en termes d'intervention pour améliorer la gestion des eaux pluviales sur celui-ci. Donc, on a une carte qui montre ici des bassins versants qui sont faiblement prioritaires en jaune jusqu'à une priorité élevée en rouge. Puis ce qu'on voit rapidement d'un coup d'œil, c'est que les bassins versants les plus naturels, donc les moins touchés par l'urbanisation, sont situés au nord du lac, tandis qu'au sud, l'urbanisation est plus importante, donc la qualité de l'eau est plus affectée. Du diagnostic, on est passé à des actions. Alexandre, je te laisse poursuivre, s'il te plaît. Ton micro, Alexandre, peut-être? Excusez-moi, encore des erreurs après 1 an et demi de micro. Donc, justement, là, ce que William vous présentait, c'est cette carte-là qui permet à une plus grande échelle, à une échelle plus rapprochée, en fait, de pouvoir être en mesure de visualiser les différents projets qui ont eu lieu autour du lac Saint-Charles. Donc, depuis 2011, on a fait passablement de projets autour du lac Saint-Charles, des petits projets pilotes qui ont permis de faire école à la ville. Et tous ces projets-là avaient, je pourrais dire, comme objectif là, d'assurer une meilleure gestion des eaux pluviales, bien sûr, comme on l'avait exposé, en raison de la qualité des eaux qui étaient suivies autour du lac, de favoriser justement l'infiltration, forcer aussi tous les mécanismes là, que je vous parlais tout à l'heure, que ce soit au niveau de la filtration, de l'infiltration, de la sédimentation. Donc, vous pouvez justement, William va faire une démonstration, naviguer sur la carte, cliquer sur un des projets pour avoir un peu comme à l'image de ce qu'on a vu tout à l'heure, une description sommaire de l'ouvrage avec également une petite photo et l'année de réalisation. Donc, il faut en savoir davantage. Alors, avant de vous présenter, dans le fond, c'est ça, toute cette démarche-là a mené finalement à une bonne acquisition de connaissances, à réaliser certains projets, puis ça nous a amené finalement à réaliser des projets de plus grande envergure. Et particulièrement, là, on va vous présenter maintenant dans les sections qui vont suivre 2 projets d'envergure qui ont été réalisés récemment.
Alors, c'est ça. Dans le fond, je crois qu'on en a parlé suffisamment. Là. Il y a besoin de rappeler que la qualité de l'eau rejetée au lac par les tributaires était de mauvaise qualité dans le secteur sud-ouest du lac Saint-Charles. Donc, ce qui était en rouge. Alors, ce premier projet-ci et le projet suivant sont des projets qui ont eu lieu dans ces zones d'intervention qualifiées comme étant prioritaires. Alors, le premier projet, là, les noues végétalisées ici, c'est un projet qui a eu lieu récemment, 2019-2020. Les rues avaient été développées auparavant. En fait, le système qui était en place, c'est un système traditionnel, dit conventionnel, là, avec puisard et conduite. Alors, ça acheminait tous les eaux de ruissellement directement au lac sans traitement. C'était tout un égout pluvial qui, on avait bien constaté, là, et puis la démonstration a été faite, qu'il y avait une problématique en lien avec la contamination des eaux de ruissellement. Alors, on a décidé de modifier, de réaménager le système en place par un système alternatif, par l'implantation de noues de biorétention. Donc, pour avoir une idée de quoi ressemble le projet, dans le fond, on avait fait un montage visuel qui permet de voir la rue avant et après le projet. Et des petites photos vont suivre pour vous permettre d'avoir une autre appréciation. Mais l'idée, c'est ça, c'était d'intervenir à l'intérieur des limites de l'emprise municipale de part et d'autre de la rue. Donc, ce projet a été réalisé, mentionnons-le, grâce à une aide financière, celle en provenance du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, particulièrement c'est particulièrement le programme de soutien aux municipalités dans la mise en place d'infrastructures de gestion durable des eaux de pluie à la source. Alors, pour vous décrire un peu davantage le projet, je parlais de noues végétalisées. En fait, la noue, c'est en quelque sorte une dépression qui est de faible profondeur. On parle ici d'une trentaine de centimètres qui sert à recueillir les eaux pluviales, puis en quelque sorte à forcer la rétention, l'infiltration, donc la filtration, tout dans un sol qui est spécialisé, un sol d'ingénierie qui est composé de différentes couches. Tu as une couche de substrat de biorétention en surface. Après ça, il y a une couche de sable drainant, un massif de pierre nette, une conduite perforée. Et il peut même y avoir également une infiltration de l'eau dans le sol natif en place. Donc, c'est la combinaison à la fois des sols et des végétaux qui permet la filtration des eaux de ruissellement. Tu peux retourner à l'autre coupe un instant, William. J'aimerais ça aussi apporter une attention sur un élément. En fait, c'est ça, le ruissellement qui coule c'est une coupe longitudinale. Donc, en fait, le projet consiste finalement en une espèce d'ouvrage en série qu'entre chacune des entrées charretières, il y a une noue de biorétention qui est implantée. Donc, il y a un sens d'écoulement. Et à droite, où se retrouve le regard puisard, lui, ce regard puisard-là, il est surélevé par rapport au fond de la noue pour justement forcer l'infiltration. Et advenant la présence d'énormes pluies que le système ne peut pas traiter, en fait, l'eau est directement transportée vers la conduite perforée pour être évacuée plus en aval du système. Tu peux retourner à l'image. Merci. Donc, la coupe a permis un peu d'illustrer ça là, par rapport aux grandes pluies. C'est cet élément-là. Donc, vous voyez la présence du puisard. Alors, c'est toute une approche là, qui vise à rencontrer les objectifs que je nommais tout à l'heure, qui est à la fois de réduire la quantité, la vitesse d'écoulement et la charge polluante, tout en rechargeant la nappe phréatique. En 2020, donc, à la conclusion du projet, c'est donc 3730 mètres carrés de noues qui ont été aménagés. Ça permet donc de gérer ou d'améliorer, je pourrais dire, la gestion des eaux pluviales d'un secteur de 18 hectares, dont la proportion de surface imperméable variait entre 40 et 60 %. Donc, pour les 6 rues, on avait 18 hectares d'eau maintenant qui sont maintenant traités par ces noues de biorétention-là. Au total, c'est 14 000 végétaux qui ont été plantés, 22 espèces différentes, des espèces de plantes adaptées aux objectifs du projet et également aux conditions locales. Donc, en plus d'un rôle de traitement, de leur rôle de traitement aussi, ces plantes avaient d'autres objectifs, c'est-à-dire qu'ils ils ont des fonctions aussi d'amélioration de la qualité paysagère du secteur et aussi d'accroître la biodiversité. Je vais laisser maintenant William poursuivre.
Merci. Donc, vous avez vu, c'est quand même un projet majeur là, au pourtour du lac Saint-Charles. Un autre projet d'envergure, c'est le Marais Bellevue que je vais vous présenter à mon tour. Il y a comme particularité un peu la même chose que les nous, c'est-à-dire qu'il a été construit dans un milieu déjà urbanisé. Généralement, c'est plus compliqué dans le sens que quand on construit un nouveau quartier, on peut prévoir de façon plus hâtive, mieux prévoir la gestion des eaux pluviales et réserver des espaces pour implanter, par exemple, des bassins de rétention ou d'autres mesures structurales et non structurales. Dans ce cas-ci, on est dans un vieux quartier du secteur dans lequel on avait une problématique de qualité de l'eau et il fallait implanter des nouvelles solutions. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand je vous parlais des tributaires, c'est ici, on a le fossé Bellevue, qui est un ruisseau affluent du lac Saint-Charles, qui prend sa source dans un territoire naturel, donc qui amène généralement de façon intermittente une bonne qualité de l'eau au lac. Par contre, il se mélange en temps de pluie avec l'eau du ruissellement urbain dans le réseau de conduite pluviale. Des eaux qui sont contaminées par les différents polluants qu'on retrouve sur les surfaces imperméables. Donc, pour régler cette problématique, il y a deux grandes phases à ce projet. De un, il fallait modifier le réseau d'égouts pluvial pour dissocier le cours d'eau naturel du ruissellement urbain, vraiment séparer l'eau propre de l'eau contaminée, puis ensuite prendre l'eau qui est contaminée, puis l'acheminer vers un ouvrage de filtration, un ouvrage de gestion des eaux pluviales pour retirer les contaminants avant le rejet au lac. Cet ouvrage-là, on l'a appelé le Marais Bellevue. Ici, vous voyez une photographie aérienne du projet terminé. La petite flèche ici en bas à droite représente l'arrivée d'eau, donc les eaux contaminées qui ne sont pas mélangées avec celles du fossé Bellevue arrivent ici par une conduite pluviale, puis entrent dans le système, un système composé premièrement d'un fossé de décantation qui permet, lui, de décanter les plus gros sédiments, les plus gros polluants, les particules les plus lourdes qui vont couler au fond, qui vont se déposer. S'il est plus suffisamment, le fossé de décantation va se remplir et va déborder par le canal ici en pierre dans l'aire de biorétention. L'aire de biorétention, c'est vraiment là, le principal filtre de l'ouvrage. C'est une aire de biorétention très, très grande, c'est 650 mètres carrés. Là, la photo le laisse pas voir peut-être précisément parce qu'on n'a pas de maison ou quoi que ce soit pour se figurer l'échelle, mais c'est très grand. C'est composé un peu comme les nous là, de différents substrats, donc il y a quand même 1 mètre de sol de biorétention, de terreau de biorétention en surface, sur lequel est planté 5000 végétaux choisis pour leur capacité d'épuration puis pour s'adapter aux conditions locales. Sous le terreau, il y a un sable drainant, encore une fois, et il y a éventuellement, au fond, un drain perforé. L'eau qui ne s'infiltrera pas dans le sol natif en place va être acheminée au troisième élément, à la troisième composante, par soit le drain perforé ou soit même par le trop-plein, advenant que l'aire de biorétention se remplit d'eau. Donc, la troisième composante, c'est un bassin à retenue permanente. Retenue permanente, ça veut dire qu'il y a de l'eau en tout temps dans ce bassin. Il a été conçu pour être toujours en eau. Il y a différentes profondeurs d'eau qui permettent à la fois l'établissement d'herbiers aquatiques, de végétaux, de plantes aquatiques, et aussi de garder une surface en eau libre pour permettre la circulation, par exemple, de canards qui ont besoin d'eau libre pour atterrir, notamment. Quand, advenant des très grandes pluies, là, imaginez des très grands orages, cet ouvrage-là pourrait déborder par le dernier trop-plein. Un trop-plein qui a comme caractéristique d'être un trop-plein de dissipation, c'est-à-dire qu'au lieu d'amener l'eau du bassin directement au lac Saint-Charles, on a fait le choix de l'envoyer de façon diffuse à travers la végétation de la bande riveraine, qui est très grande dans ce cas-ci au niveau du terrain, pour agir à titre de dernière barrière aux contaminants. Donc, cette série d'aménagements-là a pour objectif vraiment de réduire tout simplement l'apport en sédiments et en éléments nutritifs au lac Saint-Charles.
C'est un projet quand même assez complexe qui a duré plusieurs années. Vous avez ici la petite histoire du projet. Donc, ceux qui seront intéressés à en savoir davantage sur ce projet-là, il y a quand même une vingtaine de diapositives qui détaillent tout le contexte, hein, le début de la démarche, tout ça, la démarche avec la Ville de Québec, les partenaires, etc. Puis vous pouvez faire défiler là, chacun des diaporamas pour éventuellement arriver à des photos de construction, des détails sur la construction, de l'évolution de l'ouvrage, etc. Donc, je vais quand même vous montrer, par exemple, qu'il est important de souligner que c'est un projet, dans le fond, qui était porté par Agiro et la Ville de Québec. La Ville de Québec, en 2017, a frappé un grand coup parce qu'ils ont fait l'acquisition d'un grand terrain vague, justement, au bord du lac, qui a permis l'établissement, qui a permis la construction du Marais Bellevue. Sans espace pour le construire, il était impossible de le faire. Et puis, ce projet-là a été possible grâce à l'apport, au support financier de la Ville de Québec, mais aussi de la Fondation de la faune du Québec, le projet Eau-Bleue RBC et Environnement et Changement climatique Canada. Comme dernière diapo, au niveau du Marais Bellevue, je prends le temps de vous montrer cette photo, une photo aérienne. Quand on vous disait qu'il y avait un problème de qualité de l'eau rejetée au lac Saint-Charles dans ce sous-bassin versant-là, ben, cette photo-là vaut 1000 mots. Vous avez ici une photo en temps de pluie. Donc, il y a plu sur les quartiers résidentiels et commerciaux. Ça a eu pour effet d'amener toutes les eaux de ruissellement contaminées jusqu'au lac. Puis, si vous remarquez la couleur de l'eau qui sort ici du petit ruisseau, eh bien, c'est brun et turbide, alors que l'eau du lac est plus claire. Donc, c'est vraiment pour ça que Agiro et la Ville ont agi dans ce secteur pour régler ce problème en achetant le terrain que vous voyez ici pour construire le Marais Bellevue. C'est un marais qui est très intéressant, là, comme vous pouvez le constater, puis qui a suscité l'intérêt de plusieurs professionnels et groupes québécois, notamment, qui viennent le visiter. Puis il est aussi en vedette dans une vidéo, un petit reportage créé dans le cadre d'une collaboration France-Québec qui s'appelle « Innover sur les pratiques de gestion des eaux de surface pour des villes intelligentes et durables ». Donc, cette vidéo-là parle du Marais Bellevue, mais aussi des noues végétalisés de biorétention présentés par Alexandre. C'est très intéressant de voir la perspective québécoise versus française aussi là-dedans. Fait que je vous invite à aller voir ça un peu plus tard. Puis, il est intéressant aussi de mentionner que le Marais Bellevue, grâce à ce projet-là, Agiro et la Ville de Québec ont été lauréats du prix d'excellence de la Société québécoise de phytotechnologie pour la réalisation du projet. C'est un projet qui s'est démarqué là, spécialement à cause de son caractère novateur. Le fait que c'était un projet qui réunissait des acteurs très interdisciplinaires et aussi pour l'intégration dans son milieu puis dans le contexte local. Donc, vous l'avez vu là, depuis le début, on vous a montré qu'il y a quand même beaucoup de PGO, beaucoup d'ouvrages de gestion des eaux pluviales qui ont été construits autour du lac, mais aussi dans l'ensemble du bassin versant du lac Saint-Charles. Qu'on est rendu à étudier ce volet-là, à travailler beaucoup sur la gestion des eaux pluviales. Donc, en parallèle à la construction et l'implantation d'actions concrètes, on a aussi développé, avec la Ville de Québec, l'INRS et l'École polytechnique de Montréal, on a développé un programme de suivi de la performance de ces ouvrages-là. Je vous épargne tous les détails, mais ce que je peux vous dire ici, c'est que, dans le fond, ce projet-là a été décrit, le programme en tant que tel, là, toute la démarche visant à l'élaborer jusqu'au résultat final du projet, est décrit dans un webinaire ici là, qui dure une vingtaine de minutes, que vous pouvez visualiser au besoin. Et aussi cette démarche-là, incluant le cas du lac Saint-Charles, mais aussi la démarche plus méthodologique derrière ça, est décrite dans un guide disponible en ligne par l'interlien suivant ou sinon directement sur le site d'Agiro. Il y a ce qu'il faut pour le trouver. Donc, ce guide-là présente suffisamment d'informations pour être utilisé par d'autres organisations qui voudraient travailler sur ce domaine-là, peut-être s'inspirer de notre démarche. Donc, le programme de suivi a été élaboré par un projet, mais a aussi été mis en place à partir de 2020, puis c'est poursuivi en 2021 et 2022.
Donc, restez à l'affût parce qu'il y a des résultats ultimement qui vont devenir, qui vont être partagés par Agiro et la Ville de Québec. Mais en attendant, ce que je peux vous montrer, là, c'est plus des photographies de la mise en place du programme pour que vous ayez une idée de en quoi ça consiste. Donc, par exemple, ici, on a différents instruments qui sont installés par exemple, dans les nous végétalisés ou dans les regards qui alimentent certains, ici, dans ce cas-ci, le Marais Bellevue. On a Sixtine, une chargée de projet en eau pluviale chez Agiro, qui recueille des données, justement, issues de ces instruments-là. Par exemple, la hauteur d'eau dans la noue. Elle est capable de téléverser ça sur son ordinateur pour faire des analyses. Cette même Sixtine ici manipule un échantillonneur automatique. Dans le fond, c'est un instrument qui est implanté dans un regard, ici à l'entrée du Marais Bellevue, pour prendre des échantillons d'eau pendant la pluie. Donc, il démarre automatiquement. Par exemple, si le débit augmente, il va démarrer. Il prend des échantillons, plusieurs échantillons à un espace temporel déterminé. Donc, dans ce cas-ci, c'était pour caractériser vraiment l'eau qui rentre au Marais Bellevue. Puis, il y a des échantillonnages aussi qui ont été réalisés à la sortie du Marais Bellevue pour les mêmes événements de pluie, ce qui nous permet d'arriver à évaluer la performance. Donc, en évaluant ce qui rentre par rapport à ce qui sort, on est capable de déterminer si l'ouvrage atteint les objectifs de filtration, par exemple. Donc, en guise, là, je ne peux pas vous donner des résultats précis en termes de chiffres. Par contre, je peux vous montrer une photo qui vaut encore une fois 1000 mots. Ici, on a des bouteilles d'échantillonnage pendant un orage au mois de juin de cette année. Cette bouteille-là, c'est l'eau à l'entrée du Marais Bellevue. Donc, vous voyez, c'est une eau turbide, hein, quand même très sale. Et à sa sortie, bouteille numéro 2, ici à sa droite, c'est l'eau à la sortie de l'aire de biorétention, donc une eau beaucoup moins turbide, plus propre, plus limpide, qui va se retrouver éventuellement au lac. Donc, on comprend d'un coup d'œil que l'ouvrage atteint de façon globale là, ses objectifs de filtration. Les 3 autres bouteilles ici, c'est pour montrer ce qui sort des drains collecteurs des nous végétalisés pour 3 rues présentées par Alexandre tantôt. Donc, ce que vous voyez, c'est qu'à la sortie de ces rues-là, au lieu d'avoir une eau qui était à l'origine turbide, parce que l'occupation du sol est similaire, ben, on obtient une eau relativement, beaucoup plus propre. Hein. On ne se mentira pas, elle est beaucoup plus propre. Elle est à peu près visuellement de la même apparence que celle à la sortie du Marais Bellevue. Donc, c'est super intéressant de voir ça. Et rester à l'affût pour des résultats plus précis. À toi, Alexandre, pour commencer et terminer la conclusion. Oui, c'est ça. En conclusion, précisons que les infrastructures de gestion des eaux, je voudrais dire d'infrastructures vertes, infrastructures de gestion durable des eaux de pluie, bien, sont déprouvées à l'international, puis sont en pleine émergence au Québec depuis une dizaine d'années. Dans les projets présentés dans ce récit narratif, c'est à même de constater que la problématique de dégradation de la qualité de l'eau au lac Saint-Charles a amené la Ville de Québec et Agiro à agir sur la gestion des eaux pluviales pour justement améliorer et préserver la qualité des eaux au lac Saint-Charles, qui est en fait le principal réservoir qui sert à l'alimentation d'eau potable pour la prise d'eau de la rivière Saint-Charles. Alors, nous souhaitons que les enseignements et que les résultats tirés des retours d'expérience et des suivis scientifiques de ces projets pourront aider d'autres collectivités également aux prises avec des problématiques en lien avec la qualité de l'eau et également de la quantité d'eau. Donc, pour terminer, je vais juste signaler en fait un remerciement général pour la collaboration que la Ville de Québec mène avec Agiro depuis une dizaine d'années, particulièrement avec William. Vous avez vu, depuis 2011, on y travaille et j'ai étroitement collaboré avec William sur ces projets-là depuis une dizaine d'années. Puis, ça a été vraiment riche en expérience également. Fait que merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexandre. C'est super intéressant. Là, on serait rendu à la période de questions. Il nous reste 5-10 minutes pour répondre aux questions. Moi, je ne vois pas les questions. Donc, Alexandre, je t'invite à peut-être les lire puis les distribuer à qui de droit. S'il y en a, je ne sais même pas s'il y en a. Oui, nous avons quelques questions. Je vais y aller en ordre. Je crois que si actuellement on a 4 questions pour l'instant alignées, là, je vais y aller avec celle-ci. D'abord, une question de la part de Sonia Bével. Sonia demande
comment la Ville compte intégrer la planification du ruissellement urbain dans sa planification long terme en ce qui a trait au développement urbain afin de prévenir les inondations et la dégradation de la qualité de l'eau. Donc, c'est une question qui s'adresse à la Ville. Donc, je vais, si tu veux, si tu me permets, William, je vais répondre. Alors, actuellement, la Ville de Québec est toujours en acquisition de connaissances. Il y a également aussi, comme vous savez, différentes mesures ou différentes révisions réglementaires qui sont en cours ou adoptées. Donc, pour l'instant, c'est un processus là, qui m'apparaît là, je pourrais dire comme étant un objectif poursuivi là, en ce qui a trait à comment mieux planifier le développement de la ville de demain pour justement mieux prévenir ces inondations-là et cette dégradation de la qualité de l'eau. Donc, question complexe et la réponse sera d'autant plus aussi complexe. Autre question, ici une question d'Isabelle Liard. Est-ce que les NOU pourraient être appliqués directement au nouveau quartier? Entre parenthèses, obliger les promoteurs à en intégrer, ce n'est pas déjà le cas. Est-ce que ça vaudra la peine plutôt que de revenir en installer plus tard? Alors, je ne sais pas si tu veux répondre en premier à ça, William. Je peux compléter également? Oui, je peux commencer. Puis je pense que tu as quand même des points d'intérêt que tu peux amener toi aussi. Là. Dans le fond, effectivement, là, ça fait partie là, maintenant de plus en plus dans la planification des nouveaux quartiers, des mesures qui peuvent être mises en place. Puis les promoteurs sont obligés de mieux gérer les eaux de pluie quand ils développent des quartiers. Généralement, ou en tout cas de façon plus générale, selon mon expérience, on voit beaucoup l'apparition de bassins de rétention qui gèrent les eaux plus vraiment à l'exutoire avant le rejet au cours d'eau. Par contre, il y a de plus en plus de promoteurs qui intègrent aussi des mesures plus en réseau, là, comme les NOU végétalisés. Puis même au sein de la Ville de Québec, on en voit apparaître. Oui, ben c'est ça. Pour compléter, justement, c'est certain que dans un nouveau quartier, c'est plus facile de faire un projet de cette nature-là parce que ça requiert quand même une planification en amont qui est peut-être plus facile de prévoir l'espace et puis tout ce travail en amont là, au niveau de la modélisation, puis de réduire finalement là, l'impact, le désordre hydrologique, je pourrais dire, là, peut être mieux adressé en planification. Il y a énormément de guides de conception qui sont disponibles en ligne. Donc, c'est ça, c'est plus facile. Et il y a certaines obligations au niveau des, je pourrais dire, justement des rejets, comme William le disait. Les promoteurs ou les développeurs ont des obligations en ce qui a trait des normes de rejet au réseau municipal. Et pour les atteindre, justement, ces objectifs-là, les mesures de gestion durable des eaux de pluie, les PGO structurales ou les stratégies d'aménagement sont donc des moyens d'atteindre ces objectifs-là. Donc, c'est ça. Autre question, William. Question de Sixtine, justement. Pensez-vous qu'il serait intéressant de suivre les pesticides et les perturbateurs endocriniens dans les eaux pluviales perturbant la qualité des eaux du lac? Alors, je vais te laisser répondre, William. C'est sûr que ça serait intéressant. À mon avis, il faudrait vraiment bien cibler les sites où on fait cet échantillonnage-là, parce que, étant donné qu'on est dans un territoire quand même assez sensibilisé à l'épandage de pesticides, c'est pas une pratique si répandue. On est aussi dans un territoire qui a très peu d'agricoles, donc quand même moins de grandes quantités potentielles de pesticides épandus. Donc, il faudrait cibler ça. Puis, je sais qu'à Giro, dans le cadre de différentes enquêtes, aussi étudié un peu la question. Donc, on a quand même quelques données pour pouvoir bien aligner ce suivi-là, effectivement. Après ça, est-ce que les ouvrages de gestion des eaux pluviales comme les NOU ou, mettons, le Marais Bellevue aident à la réduction de ces différents paramètres-là? Ça serait aussi intéressant de le savoir. Mais il n'y a personne de mieux placé ici que Sixtine pour mettre ça en place. Salutations en passant.
Et puis, ben, si on a le temps, je comprends qu'on avait jusqu'à 1 heure, donc on a peut-être le temps de prendre une deuxième question de Mme Liard. C'est quel est le programme d'entretien pour les aménagements présentés? Est-ce que les sédiments retenus doivent être retirés à une certaine fréquence? Donc, je vais peut-être me lancer en premier avec la réponse, William, si tu me permets. Alors, pour ce qui est du programme d'entretien, en fait, normalement, des ouvrages de cette nature-là, des pratiques de gestion optimale, les ouvrages doivent être livrés avec un manuel ou un programme ou un plan, là, appelons comme nous voulons, mais un rapport signé par le concepteur en ingénierie et en architecture de paysage qui va permettre finalement de spécifier comment l'exploiter, comment le mettre en service, comment en faire l'entretien et comment l'inspecter. Donc, ce manuel-là d'inspection, d'entretien, d'exploitation, justement, ensuite de ça, est, je pourrais dire, remâché et mis dans un processus, dans un plan d'action d'entretien de l'organisation municipale ou du propriétaire de l'ouvrage pour s'assurer d'avoir les entretiens et les inspections sur la fréquence qui a été déterminée par le concepteur. Et puis, pour ce qui est des sédiments retenus, bien, c'est certain que les sédiments retenus, justement, la plupart de ces ouvrages-là, c'est un des objectifs qui est poursuivi, c'est de favoriser la sédimentation. Donc, c'est des ouvrages qui se sédimentent et ont besoin à l'ultime d'un entretien. La fréquence des entretiens ou du retrait des sédiments peut varier grandement dans le temps, selon justement l'apport, je pourrais dire, sédimentaire ou du transport sédimentaire jusqu'à l'ouvrage. Puis, pour limiter ça, bien, il est certain qu'au départ, il faut avoir des unités de pré-traitement. Donc, la structure d'entrée d'eau, il doit y avoir une unité de pré-traitement qui permet, dans les meilleurs cas, là, de pouvoir finalement avoir un premier filtre qui sert justement à un entretien, disons, plus périodique ou plus régulier pour éviter le colmatage et la sédimentation dans la zone de biorétention. Donc, c'est une approche qui est préconisée. Alors, c'est ça. Pour l'instant, William, je te dirais que je ne vois pas d'autres questions. Et comme on arrive à près d'1 heure, je te laisse peut-être un petit mot de la fin. Oui, c'est ça. Je vais juste terminer dans le sens que je voulais juste ajouter en fait un point au niveau des sédiments. Non seulement les ouvrages sont intégrés dans les infrastructures de la ville pour qu'un suivi soit assuré, mais on a ici la chance quand même dans le bassin versant du Lac-Saint-Charles d'avoir mis en place un programme de suivi qui permet aussi d'avoir, je dirais, des inspections fréquentes là, des ouvrages dans le temps, qui vont permettre de documenter, par exemple, justement, l'accumulation de sédiments dans les PGO, puis pouvoir faire des recommandations en ce sens. Puis, le programme de suivi va permettre aussi, pour répondre à une question que moi j'ai vue apparaître, va permettre de dresser un portrait global de la performance des ouvrages dans le lac. Puis, éventuellement, on va être en mesure, grâce à ces données-là, de pouvoir recommander l'implantation pour des secteurs spécifiques de PGO spécifiques adaptés aux conditions locales. Donc, éventuellement, le but, c'est de continuer à améliorer la gestion des eaux pluviales, mais pas juste autour du lac, mais de s'attaquer au bassin versant complet du plan d'eau. Donc, on va mettre fin à la présentation. Merci beaucoup tout le monde pour votre attention. Merci Alexandre d'avoir co-présenté avec moi. Super apprécié. Et puis, n'hésitez pas à retourner visualiser cette story map, hein, ce récit narratif sur le site internet d'Agiro, puis rester à l'affût pour les suites de cette grande démarche. Donc, Stéphane, tu peux mettre fin au live à partir de maintenant. Merci beaucoup. Merci, au revoir.